14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors nous sommes, paraît-il, dans une société de plus en plus victimaire, ce qui signifie que l'on donne avant tout la parole aux victimes. Vous pourriez penser qu'il n'est pas trop tôt, certes, néanmoins ça peut encourager bien des personnes à se mettre dans une position de victime ou alors à y rester coûte que coûte, ce qui n'est pas la meilleure solution pour redevenir libre et maître de son destin. Mon invité Jean-Charles Bouchou rappelle toujours que dans une relation d'emprise, la victime est peut-être un peu complice de son bourreau. Et il ose même poser cette question, est-ce qu'il y aurait une victime type ? Il va d'ailleurs y répondre dans un instant. En tout cas, mon expérience m'a prouvé que les prédateurs ont un talent inné pour repérer justement ces victimes types. Alors comme on parle vrai sur Sud Radio, eh bien nous allons évoquer ce sujet sans langue de bois, notamment grâce à vous bien sûr, puisque je vous invite à venir témoigner. Que vous ayez été victime ou que vous trouviez que les femmes aujourd'hui se posent peut-être trop en victime, ou peut-être que vous avez autour de vous un proche qui se complaît dans son rôle de victime, que ce soit victime de pervers ou victime parce qu'il est malade, etc. La victimisation, elle est sur tous les tableaux. Et puis vous aussi, donc venez parler vrai et vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors c'est vous qui avez eu envie d'aborder ce sujet. Y a-t-il une victime type ? Alors je vous pose la question. Oui. Avant de dire que nous sommes dans une société victimaire, il faut quand même que nous nous souvenions que c'est bien aussi qu'un jour une personne s'aperçoive qu'elle est victime. Parce que le cas le pire, ça reste malgré tout ces gens qui ne se rendent pas compte et qui acceptent la violence, pensant pratiquement que c'est normal. Sinon, après, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait là, quoi. C'est-à-dire qu'une émission de radio comme celle que nous faisons, un livre comme celui que j'ai écrit, ou les conférences, tout ça, ont éveillé des personnes. Et je vous avais raconté l'histoire de cette psychologue clinicienne, je crois, qui était venue me voir à la fin d'une conférence, qui m'avait dit, j'étais avec quelqu'un, un jour j'ai acheté votre livre, je l'ai lu dans la soirée, dans la nuit, le lendemain je suis parti, si j'étais resté, je serais morte aujourd'hui. Donc c'est vraiment très touchant. Il était nécessaire que cette personne se rende compte je rappelle, vous parlez de votre premier livre sur les pervers, les pervers narcissiques, qui est sorti aux éditions Erol, qui est en poche d'ailleurs, je crois maintenant. Oui, mais qui est plus complet dans sa version Erol. Il existe toujours en grand format. Alors j'ai eu des nouvelles de cette personne qui m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle s'est mariée, elle a eu un bébé. Donc c'est important à un moment donné de comprendre qu'on est victime. Il ne faut pas sauter ce stade. Il n'y a pas de honte à dire je suis victime. Par contre, il existe aussi des personnes, et là vous avez raison, qui se complaisent dans le rôle de victime. Je le vois moi dans les groupes de parole, vous avez des personnes qui viennent, qui vont faire une séance, 2 séances, 10, 20, ce dont elles ont besoin, puis un jour elles disparaissent. Et c'est fini. Et vous en avez d'autres qui s'inscrivent là-dedans pendant des années et qui vous disent mon pervers à moi, il était encore pire que le vôtre. C'était le mieux, c'était le plus pervers. Leur pervers, c'est presque leur phallus à un moment donné, quoi. C'est étonnant. Alors justement, vous avez créé des groupes de parole par rapport aux violences invisibles. Il y a une forte demande avec une amie qui est médiatrice judiciaire, qui va d'ailleurs, je crois, intervenir dans l'émission Cécile Lapierre. Tout à l'heure, absolument. Nous faisions régulièrement des ateliers, puis effectivement, avec le confinement, ça nous a été impossible. Donc nous sommes en train de créer des choses sur Internet et notamment, effectivement, vous avez raison, des groupes de parole, il va y avoir des formations, j'ai préparé des formations, la première d'ailleurs qui est une initiation au thème que j'emploie est pratiquement gratuite et qui ça intéresse peut le prendre. Et puis nous sommes en lien aussi avec un avocat qui va nous donner des conseils juridiques, enfin voilà. Toute une synergie qui est en train de se mettre en place. Donc c'est important de se rendre compte qu'on est une victime et ensuite c'est important d'en sortir. Mais Exactement. alors vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Existe-t-il une victime type ? Oui. Alors, on va parler de la perversion narcissique. Le pervers narcissique va repérer chez nous une faille narcissique. Donc, s'il existait une victime type, ce serait quelqu'un qui a eu une enfance assez difficile et qui a un manque terrible de confiance en elle. Et effectivement, elle va être très rapidement repérée par un pervers narcissique. Mais attention, cette faille, elle peut être structurelle, mais elle peut aussi être conjoncturelle. Imaginez, je trouve un nouvel emploi, j'ai besoin de faire mes preuves, j'ai peur, quoi. J'ai cette petite faille, qui n'est pas une faille structurelle, mais qui existe, ou même dans une relation d'amour. J'ai une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, est-ce que je vais être assez bien ? On vient de perdre ses parents dans un accident, c'est assez traumatique, on peut être à ce moment-là un petit peu plus fragilisé. Et et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement rencontrer une personne qui va profiter de notre faille. Donc, victime type, oui, mais nous pouvons tous, à un moment ou un autre, être victimes de gens comme ça. Et alors, comment on fait est-ce qu'on repère qu'on est victime type ou pas ? Ah oui, si récurrence.
C'est-à-dire que vous avez des personnes chez qui c'est une répétition, elles rencontrent quelqu'un, elles arrivent un jour à s'en libérer, puis elles vont rencontrer le même et ça recommence. Alors moi, j'appelle le pervers narcissique un symptôme, et le symptôme, il vient de nous dire quelque chose. Il y a des gens que ça choque, qui disent « je suis victime, en plus je dois me remettre en question ». Mais bien sûr. Bien sûr, de toute façon on peut pas faire un travail sur l'autre, on doit toujours faire un travail sur soi. C'est pour ça que l'idée de faire une émission comme nous l'avions déjà fait sur les symptômes pervers narcissiques est très intéressante parce que c'est important de bien comprendre le sujet, mais aujourd'hui c'est chouette parce que nous allons parler de la victime. Et en fin de compte, le sujet c'est la victime, c'est pas le pervers. Oui, parce que c'est parce qu'on est dans un rôle de victime qu'on va rencontrer un pervers. Et si on veut ne pas rencontrer de pervers, il faut sortir de son rôle de victime. C'est ça, combler cette faille, ou l'accepter pour le moins, quoi, cette faille narcissique que nous avons. Et alors, manque de confiance en soi, je suis comme ça, et alors quoi. Se désidéaliser, on en a souvent parlé. Se désidéaliser, oui, je me trompe. Et l'autre en face s'est aperçu que je me suis trompé, quelle force ça lui donne, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est proche de nous, que ce soit un enfant, un ami, éventuellement un collègue, qui justement est victime, est tombé dans les griffes d'un pervers? C'est très difficile. Je sais. C'est un sujet très difficile parce que la question c'est est-ce que la personne a envie d'entendre quoi que ce soit? Parce que étonnamment, la victime protège son bourreau. Elle le protège. Si vous dites à quelqu'un, ta femme ou ton mari est un pervers, l'autre va vous dire mais pour qui tu te prends, lui parle de, vous voyez. Et à ce moment-là, il va se créer une séparation, non pas entre le pervers et sa victime, mais entre vous et la victime. Alors pourquoi il protège? Parce que ça l'arrange de rester victime? Est-ce que nous ne faisons pas tous ça un peu? Imaginez par exemple, c'est très à la mode de critiquer la France. Nous les Français, on est des râleurs, mais en même temps ça se fait dans beaucoup de pays aussi. On va dire oui, la France, on se comporte mal, notre gouvernement il est mauvais, etc. Mais si nous entendions un étranger critiquer la France, dire vous les Français, on ne le supporterait pas. Donc il y a un réflexe qui revient à toujours protéger ce qui nous entoure. Et malgré tout, mon mari, mon épouse, c'est comme une part de moi. Donc je vais naturellement être tenté de là où le protéger. Eh bien, on va commencer avec Yasmine qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Yasmine. Alors c'est intéressant parce qu'on commence fort puisque c'est votre mère qui semble-t-il était une personne toxique. Oui, complètement. En fait, moi j'ai subi une injustice dès le premier souffle de ma vie. Je dis souvent, je suis mal née, ou alors je suis pas née dans la bonne famille. Tout simplement parce que dès ma naissance, j'ai été rejetée par celle qui m'a mise au monde. J'arrive même pas à dire ma mère parce que pour moi c'est pas possible. Alors dites votre génitrice, ce sera un mot qui sera déchargé d'affection et qui veut dire... Allez, on va dire par ma génitrice qui dès le départ m'a violentée. Dès le départ m'a tabassé, dès le départ on va dire a été aussi bien psychologiquement que physiquement était brutale avec moi. Moi je suis la 4e des filles. D'accord. Et après moi est né un garçon, mais j'ai vu la différence qu'il y avait entre mes premières sœurs, moi et mes frères après. C'est-à-dire que moi j'étais en fait la boniche de la famille. À l'âge de 6 ans, je savais tout faire. Je savais cuisiner, je savais faire le ménage. J'étais au petit saut. Est-ce qu'on peut imaginer que, donc, si j'ai bien compris, votre mère enfin votre génitrice, pardon, Yasmine, excusez-moi, votre génitrice a eu donc 3 filles, puis vous arrivez en 4e position. Peut-être que elle espérait à tout prix un garçon. Avoir un garçon, tout à fait. Et donc vous êtes la 4e fille, et ça devient insupportable. Et donc vous devenez vous devenez la victime type, quoi. Mais c'est complètement ça. Donc, et elle me l'a, on va dire, elle me l'a fait comprendre durant mes 11 premières années. Alors, j'imagine bien le calvaire que vous avez vécu. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 50 ans. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait de tout ça, justement? Parce que c'est un peu le sujet qu'on essaye d'aborder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est très simple. À l'âge de 11 ans, j'ai fugué. Oui. J'ai pris ma vie en main à l'âge de 11 ans. J'étais déjà une adulte. J'ai fugué, j'ai dormi sous les ponts. Ce qui veut quand même dire que même avant l'âge de 11 ans, il y a eu certainement chez vous un éveil, quelque chose qui... C'est-à-dire que j'ai développé un côté, on va dire, une surprotection.
Je me suis surprotégée. Je me suis battue pour vivre, parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide avant l'âge de 11 ans. Parce que c'était un calvaire pour moi de subir tout ce qu'elle me faisait subir, me dire que je serais la boniche de mes frères et sœurs, que je ne vaux rien, qu'il aurait mieux fallu que je meure avant de venir au monde. Enfin, bref. Et donc à 11 ans, vous fuguez et vous êtes récupéré par des adultes. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis récupérée par des SDF. Oui, d'accord. Voilà, j'ai vécu avec eux pendant 5 ans. De 11 ans à 16 ans, donc ? Dans la rue. Oui. Donc, de mes 16 ans à maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi d'en parler parce que c'était quelque chose qui pour moi était... j'ai renfermé ça, en fait, dans une espèce de boîte. Et j'ai fait, en fait, de ce que j'ai vécu, j'en ai fait une force. Parce que ma vie, je l'ai choisie. J'ai choisi de partir à l'âge de 11 ans. J'ai grandi de toute cette expérience où je suis passée par le monde de la rue. Après, j'ai pas tout bien fait, bien sûr, parce que bien sûr que j'ai fait des erreurs. J'ai très mal tourné à une certaine période parce que j'étais escorte à un moment donné. J'ai voulu quelque part. Arrêtez, c'est pas très mal tourné qu'être escorte, Yasmine. Non. Ce que je veux dire par là, en tout cas, pas pour moi et je ne pense pas non plus pour Jean-Charles. Non, c'est de la survie. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pas mal tourné que de chercher de survivre. C'est de la survie. C'est le mot que je cherchais, effectivement. C'est effectivement de la survie. À l'heure d'aujourd'hui, et avec le recul, je me dis, et en regardant derrière moi, je me dis, waouh, t'as fait un sacré chemin. Franchement, tu peux être fier de toi. Oui, ça s'entend en plus. Non, mais c'est vrai. J'ai pris ma vie en main, j'ai pris mon destin en main, et j'ai choisi ma vie. Pourtant, à 11 ans, on est un enfant. Moi, j'ai des enfants, j'ai des protégés. Mais bien sûr qu'à 11 ans, on est un enfant, mais il y a quand même à l'intérieur de soi quelque chose qui peut nous pousser à nous sortir de quelque chose, de l'enfer. Yasmine, ce que je crois quand même qui est important à dire, c'est que d'abord, vous êtes en vie et qu'il y aurait eu 10 000 raisons de ne plus être en vie et que quelque part, donc, cette force, elle est là. Et je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, plus rien ne peut vous abattre en quelque sorte. C'est exactement ça. Il m'est souvent arrivé de toucher terre, mais de remonter aussitôt en disant j'ai tellement vécu de choses dans ma vie que rien ne peut m'atteindre. Voilà, j'ai trop vécu de choses négatives dans ma vie. J'en ai vécu des très bonnes aussi, bien évidemment, parce qu'il faut aussi que je conserve toute la partie positive. En fait, c'est mon optimisme, parce que je suis d'une nature très optimiste. Alors Yasmine, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et Jean-Charles Bouchou va également réagir à votre témoignage qui est très fort. On commence très fort parce que de victime, vous êtes passé en héroïne. À tout de suite. Bière. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute, un peu spécialiste des perversions, et on retrouve donc Yasmine qui est avec nous. Vous avez un petit peu témoigné de votre parcours, donc une génitrice qui vous a vraiment maltraité, et ensuite, à partir de 11 ans, vous avez pris votre destin en main, comme on dit, et on sent aujourd'hui une force qui vous tient et qui n'est pas prête de vous lâcher. Jean-Charles Bouchou. Oui, on entend plein de choses dans le témoignage de Yasmine. Elle est, à mon avis, ce qu'on appelle un enfant symptôme. Il arrive que dans une famille, un enfant sera maltraité et les autres seront, entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, bien traités. Parce que c'est aussi de la maltraitance que de voir sa petite sœur se faire taper dessus. Et donc c'est toujours le même enfant qui est désigné comme étant symptôme. Étonnamment, Yasmine, la chance que vous avez, c'est qu'il y a eu des coups. Vous allez trouver ça bizarre, mais les coups, ils marquent. Les coups, on s'en rappelle. C'est, comment dirais-je, c'est pas moins grave que la perversion narcissique, mais c'est plus facile de réagir et de se révolter. Et ça, vous avez su le faire. Vous avez à l'intérieur de vous, et ça c'est formidable, une force de vie qui est très forte, qui est impressionnante. Ça, c'est certain. Et ça, je vous en félicite. Je vous en félicite. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix quelque part. Il y a des gens qui s'effondrent, hein. Il y a des gens qui ne réagissent pas, ça existe aussi. Oui, certainement. Et sans doute, ce qui vous arrive, c'est peut-être ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Vous savez, Peter Pan, c'est un enfant perdu qui donc n'est plus un enfant, qui peut-être même n'a jamais été un enfant, mais qui ne sera non plus jamais un adulte. C'est-à-dire très fort pour se débrouiller. C'est pour ça que quand vous nous dites ce que vous avez pu faire pour vous en sortir, vous l'avez fait, vous en êtes sorti, vous avez trouvé des ficelles. Et il n'y a aucune honte à en avoir. Mais à un moment donné, quand on est Peter Pan, on n'est ni enfant ni adulte. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu à l'extérieur de cette société. C'est ce que vous ressentez ? Alors moi, j'ai gardé mon âme d'enfant puisque je n'ai pas eu d'enfance. Oui, c'est ça. J'ai gardé mon âme d'enfant, j'ai un côté femme, très femme fatale, et j'ai un côté femme-enfant. Voilà. Donc j'ai effectivement les deux. J'ai grandi, ça c'est certain. Comme je dis souvent, j'ai grandi parce que j'ai fait le choix aussi de grandir parce que je suis aussi maman et je suis mamie aussi par la suite. J'ai fait le choix de grandir par rapport à mes enfants. J'ai grandi quand j'ai mis au monde ma première fille. Mais malgré tout, j'ai ce côté enfant en moi. Mais garder une âme d'enfant, c'est magnifique. Hein. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot enfant. Si être enfant, c'est s'émerveiller de peu, comme on peut... Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est magnifique, ça. L'enfant, il continue. Nous restons des enfants à vie, hein, vous savez, quelque part. Nous sommes des enfants et des adultes. Là où c'est plus gênant, c'est quand on tape du pied ou quand on se met à pleurnicher pour rien. Ce côté gamin qui effectivement fait symptôme, et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup en psychanalyse. Mais la capacité à s'émerveiller de peu, à jouir de peu, c'est magnifique, c'est une force. Mais la question que je pose souvent dans des histoires aussi dramatiques que la vôtre, Yasmine, c'est qu'est-ce qui a pu justement vous émerveiller et vous tenir pendant ces 11 années ? Est-ce que c'est la nature ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est un de vos frères et sœurs ? Est-ce que... Non, c'est mon père. Votre père, d'accord. Voilà, c'est mon père, qui malheureusement, lui, ne voyait rien. Mais mon père, pour moi, c'était quelqu'un qui, je l'avais mis sur. Oui, il était adorable. C'était un gentil, oui. Et mon père subissait exactement la même chose que je subissais moi, mais à un certain niveau, bien évidemment. Mon père partait le matin très tôt, rentrait très tard le soir. Et quand il rentrait à la maison, c'était moi qui faisais, on va dire, la petite maman, entre parenthèses, qui lui servait le repas et tout ce qui va avec. Mon père, pour moi, a été quelque part mon socle. Donc, et c'est grâce à lui. Et quand il est décédé, donc j'ai pris et j'ai fait le choix de partir, de fuguer. D'accord. C'est quand vous perdez votre père à 11 ans que vous partez. Oui. Oui, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que entre votre père et vous, il y avait quand même des échanges humains, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'affection que je n'avais pas du côté de ma génitrice, mon père me l'a portée d'une certaine manière, même s'il ne le montrait pas, mais il m'écoutait. Il me regardait avec des yeux de papa. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Il devait se passer des choses dans les regards. Oui. Voilà, exactement. Et dans son regard, vous sentiez que vous existiez et que vous étiez... je sentais que j'étais une enfant aimée, au moins par quelqu'un. Oui, absolument. Voilà. Donc vous avez pu vous appuyer là-dessus pour pouvoir grandir. Vous avez trouvé un socle. J'ai trouvé, mon socle, c'est mon père. Bon, forcément, en grandissant, c'est l'image du père que j'ai toujours voulu retrouver chez un compagnon. Et ça a toujours été, pour moi, ça a été ma ligne conductrice quelque part. Mais au fond de moi, j'ai cette force parce que je suis une battante, donc je viens de très loin. Mais justement, grâce à ce passé-là, ça a renforcé, on va dire, l'estime de moi-même aussi. Et l'assurance, parce que j'ai les deux côtés. J'ai un côté où je suis quelqu'un d'extrêmement, où j'ai les personnes qui me rencontrent disent elle a une aura, elle a de l'assurance, elle a de l'estime. Mais à l'inverse, je suis quelqu'un d'extrêmement fragilisé. Je ne le montre pas. Alors, je crois, Yasmine, que lorsqu'on a des parcours comme le vôtre, quand on a traversé des choses terribles, il reste bien sûr cette chose douloureuse et par moment, si jamais on touche un peu de trop près cette zone-là, on a l'impression, il y a toute l'émotion et toute la souffrance qui peut réapparaître. Mais au fond, le socle est là quand même, le socle fort est là.
Donc Oui, n'ayez pas peur de ces moments où peut-être les larmes sont prêtes à arriver, mais n'en ayez pas peur parce que de toute façon le socle est là et vous retomberez sur vos pieds. Ah oui, certainement, ça j'en suis persuadée. Mais c'est normal que et ça prouve, et c'est ça aussi votre force, ça prouve aussi que vous n'avez pas tout cadenassé. Non, parce que je reste quand même quelqu'un de... J'ai conservé justement cette partie de moi, cette âme d'enfant, m'a permis justement aussi de voir les choses différemment. Donc je n'ai pas tout cadenassé, même si je me protège, hein, bien sûr. Je me protège, ça c'est une évidence. Mais malgré tout, je laisse les gens rentrer un peu dans ma vie. Vous restez ouverte vers les autres, votre sensibilité, elle est là. Ah oui, j'ai une hypersensibilité même. Et je suis sûre que vous pouvez aussi être une bonne aide pour des personnes qui sont justement beaucoup plus fragiles que vous. Exactement, puisque c'est moi qui aide justement mes amis et qui les conseille dans ce sens-là, oui, tout à fait. Oui, puis Yasmine a réussi à devenir mère, c'est important aussi. Pour qu'elle devienne mère, il a fallu quand même que vous preniez quelque chose dans votre enfance que vous avez laissé grandir. Vous avez reçu des graines. Ah, mais en fait, j'ai fait tout l'inverse de ma génitrice. Oui. Ah bah ça, on s'en doute, hein, Yasmine. Et ça me paraît évident et je suis sûre que vous avez été une très bonne mère. Ah oui, j'en suis persuadée. Mes enfants me le disent aussi. Ben merci pour ce beau témoignage, Yasmine. Comme quoi, mais en tout cas, on peut se sortir de tout. Oui, allez-y, Yasmine. Je vous remercie beaucoup. Parce que ce témoignage-là me permet de sortir les 40 années que j'ai gardées au fond de moi. C'est une thérapie de 40 ans. Et c'est énorme. Je vous remercie de nous l'offrir, Yasmine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Yasmine. Jean-Charles Bouchon, on fait une petite pause. Moi, j'ai trouvé ce témoignage il est puissant, il est très fort. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Et encourageant. Oui, et encourageant, absolument.